De retour à l'hôtel de ville de Paris pour cette manifestation zéro carbone en ce jour anniversaire. Comment végétaliser nos villes? C'est la question que nous allons aborder avec Cécile Vauvant, directrice de projet Solutions fondée sur la nature chez Cerema. Madame Vauvant, vous nous entendez bien? Très bien, merci. Et vous? Nous vous entendons parfaitement bien. En plateau, nous sommes avec Anouk Legendre, architecte du cabinet XTU. Bonjour madame. Et Guillaume Dujon, architecte et urbaniste, fondateur des Architectes Singuliers. Merci à tous les trois d'être avec nous. Première question avec vous, madame Vauvant. Vous êtes directrice des projets Solutions fondés sur la nature au sein de Cerema. Votre vocation, apporter des connaissances et des solutions innovantes au cœur de projets territoriaux. En fait, si je comprends bien, vous faites le lien entre recherche et opérationnel. Effectivement, on fait le lien, le Cerema fait le lien entre recherche et opérationnel. Il fait le lien aussi entre le national et le local, puisqu'on est au service des collectivités pour travailler sur de nombreuses transitions, les transitions numériques, écologiques, énergétiques et écologiques. Donc, c'est vraiment un établissement d'expertise publique au service des acteurs et au service des collectivités territoriales qui peuvent désormais, par adhésion, intégrer le CA du Cerema. Oui, parce que vous êtes sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et donc, vous accompagnez l'État et les collectivités territoriales pour l'élaboration et puis le déploiement de politiques publiques d'aménagement du territoire. Est-ce que vous pourriez nous dépeindre en quelques mots les principaux axes de votre action? Je pense au trait de côte, même si je sais que vous n'en êtes pas tout à fait partie prenante dans votre action quotidienne. Mais est-ce que vous pourriez, pour nous éclairer, pour les décideurs qui sont à notre écoute à l'instant présent? Alors, on peut travailler en amont des projets pour les collectivités territoriales, par exemple, pour la définition des projets, le calibrage, travailler plus en aval sur la prospective, s'inscrire dans le paysage réglementaire, voire être un peu à la source de propositions réglementaires. Et surtout, les propositions réglementaires qui concernent le climat ou qui concernent l'écologie sont évidemment du niveau national, mais ce qui va nous intéresser, c'est comment on peut les déployer sur le niveau local, quels sont très concrètement, très opérationnellement. En fait, c'est là que se posent les vraies questions politiques. Comment on choisit, par exemple, sur notre question de végétaliser, oui, tout le monde est d'accord pour végétaliser la ville, mais qu'est-ce qu'on enlève à la place et comment on fait? C'est ces questions-là, en fait, pour lesquelles le Cerema peut accompagner les collectivités. Donc, il y a différents modes d'intervention et notamment, on travaille souvent en partenariat public-public ou en recherche et développement. On va venir en quelques instants sur le pack arbre avec Sésame et également sur le labo vivant, deux projets qui vous tiennent à cœur. Mais je vais donner la parole à Anouk Legendre, architecte au sein de XTU. Madame Legendre, vous êtes associée à Nicolas de Mézières au sein de ce cabinet et vous développez une approche résolument novatrice tournée vers le végétal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne? C'est toujours la même histoire. Hein. Tout le monde a envie d'habiter à la campagne, mais on ne peut juste pas faire d'étalement urbain. Normalement, ça devrait même être interdit. Hein, parce que l'artificialisation des sols. Oui, il va falloir quand même réserver les terrains à la campagne pour l'agriculture, parce qu'on en aura besoin demain. Donc il va falloir densifier la ville sur la ville. Et pour ça, il va falloir rendre cette densification désirable. Et ça va être d'autant plus difficile qu'après le Covid, on s'est rendu compte que la ville telle qu'elle est, elle était un peu désenchantée. Une fois qu'on avait enlevé les cafés, tous les trucs sympas qu'il y a dehors, en fait, on est dans un univers de bitume, quoi. Et donc, il faut rendre tout ça désirable, la densité, la ville, les hypercentres, etc. Et pour ça, il faut repenser l'organisation de la ville et son rapport au végétal et son rapport à la machine. Parce que la ville a été, disons, donnée, livrée aux véhicules. On pense les rues, par exemple, comme des lieux de circulation. Et même le passage des humains a été pensé comme de la circulation. Or, en fait, la ville, à l'origine, c'était pas ça. C'était quelque chose de plus humain, plus urbain. Il y avait de la vie sur les trottoirs, les gens investissaient les trottoirs, etc. Et en fait, je pense qu'il faut remettre à plat toute cette organisation des rues, de la ville,
en regardant qu'est-ce qui est vraiment utile pour la circulation, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est utile pour le commerce, qu'est-ce qui ne l'est pas. En général, c'est les mêmes, les deux vont ensemble. Et on va s'apercevoir qu'il y a peut-être la moitié des rues qui ne sont pas tellement utiles pour la circulation. Qu'est-ce qu'il faut en faire de ces rues? En fait, il faudrait les domestiquer, les rendre plus accessibles aux gens, peut-être en fait des rues jardins. Ça résoudrait une partie du problème de l'habitation, parce que vous savez, il y a plein de rues avec des rez-de-chaussée commerciaux qui sont vides, inoccupés, et en fait, les habitants ne peuvent pas habiter là parce qu'il y a le trottoir devant. Mais s'il y avait un jardin devant et que les piétons circuleraient sur la chaussée, donc c'est-à-dire qu'on donnerait le trottoir au végétal, tout d'un coup, ces espaces-là seraient parfaits pour faire des logements et on permettrait de loger plus de gens dans la ville. Et voilà, donc je pense qu'on végétaliserait certaines rues, mais peut-être de façon massive. On changerait le climat, parce que ramener du végétal en masse dans la ville, c'est vraiment rafraîchir le climat. 2, on rendrait la ville plus humaine. 3, on ferait une activité pour les habitants, parce qu'ils pourraient peut-être participer à ces rues-jardins. Vous souhaitez que les citoyens se réapproprient la ville? Oui, parce que jusqu'à présent, on a toujours pensé végétalisation faite par la municipalité, ce qui coûte. Alors évidemment, les municipalités, elles se disent « Ah là, ça va coûter ». Mais peut-être qu'on peut organiser un travail collectif, peut-être les gens seraient ravis de participer à ça. Bien sûr, il faut être encadré, mais ça ferait une activité, et pendant cette activité, qu'ils feraient avec leurs enfants, ils ne prendraient pas leur voiture pour aller à la campagne, et donc du coup, ils se transporteraient moins, et donc ça serait meilleur pour le carbone. Mais on pourrait dire la même chose des toits, c'est pareil, et les toits, on peut les réinvestir. Justement, vous me tendez une perche, parce que vous avez à côté de vous un révolutionnaire. Absolument incroyable, et oui, parce que il faut le savoir, on est attentif ici à Paris dans des villes qui sont quasiment classées au patrimoine mondial, à ne rien changer. Et comme on le sait, bien sûr, le zinc, c'est le top pour faire des îlots de chaleur. Eh bien vous, chez Architecte Singulier, Guillaume Dujon, vous me dites, pourquoi on changerait pas tout ça? Pourquoi est-ce qu'on réinvestirait pas les toits de Paris pour créer des étages supplémentaires et végétaliser ces étages? Parce que vous êtes, si je comprends bien, plutôt sur la végétalisation des toits, plutôt que les façades, ce qui est plutôt votre cheval de bataille chez vous à XTU. Ça peut être complémentaire. Alors, en préambule, j'écarterai dès à présent les visions utopiques qu'on peut avoir dans certains journaux de temps à autre, avec des tours qui, à la dimension excessive, qui sont plantées sur les toits de Paris. C'est absolument pas le propos. Je pense que Anouk, comme nous autres, on est dans des démarches extrêmement pragmatiques, au service de la collectivité et avec une vision simple, dans un objectif de temporalité et de réalisme. Il se trouve que récemment, dans un billet d'opinion que j'ai lu dans le seul journal économique qui nous éclaire de manière transverse et très engagé sur les enjeux du développement urbain dans une optique durable, je pense naturellement à la Tribune, Serge Muller nous éclaire sur une réflexion, je trouve, assez poussée et complémentaire sur justement la végétalisation de la ville entre la strate haute, qui correspond peu ou prou à aussi l'ambition de forêt urbaine, et également la nécessité de s'intéresser aux strates intermédiaires, voire aux strates basses, dans l'optique du service qui est rendu par ces aménagements, qui sont peut-être plus modestes, mais qui sont extrêmement complémentaires, donc au service à la fois de la biodiversité et également du rafraîchissement de la ville. Pour aller plus loin dans cette réflexion, je pense qu'il y a aussi un sujet de gouvernance par rapport à l'aménagement de ces espaces, dans la mesure où, comme Anouk l'introduisait, l'appropriation, l'implication de la population et des citoyens est nécessaire. Ça l'est parce qu'il est de notre devoir d'intéresser, de faire participer les citoyens pour créer une sensation de biophilie, générer du bien-être, une envie aussi de partager et de promouvoir cet élan, mais également de s'assurer de la pérennité de tels dispositifs. Et à cette échelle urbaine, le fait de impliquer, pas seulement dans le cadre de consultations et concertations, mais également de projets extrêmement participatifs et développer la population est extrêmement stratégique. Nous l'avons développé par exemple dans le cadre de l'appel à projet innovant Décide-moi Toulouse sur la station de métro Jolimont. J'allais aborder cette réalisation
végétation. Effectivement, donc on a créé avec nos partenaires locaux, également paysagistes et bureaux d'études qui font autorité dans le domaine, une station citoyenne qui vraiment va permettre cette appropriation. Et ensuite, puisque vous le citiez par rapport aux toitures, je pense qu'à une échelle, celle du bâtiment, donc peut-être plus architecturale, dirais-je, il y a vraiment un potentiel et un gisement de végétalisation qui est capital. Alors pour les projets nouveaux, aucun problème, on peut réfléchir avec nos partenaires maîtres d'ouvrage à développer des toitures très ambitieuses à l'usage des futurs habitants. En revanche, sur l'existant, et c'est là que parfois des dilemmes peuvent naître, notamment sur la thématique patrimoniale, eh bien, il y a un engagement fort, une réflexion à mener sur comment respecter le caractère de nos villes. Nous sommes à Paris et on est très imprégné de ces toitures en fait en zinc qui par ailleurs ne rendent pas forcément toujours service au climat, il y a la sensation de chaleur en été, là où sur des initiatives privées on pourrait être davantage moteur sur l'existant pour développer une végétalisation extensive, pas seulement à l'usage des habitants du bâtiment, mais réellement dans une stratégie de service rendu à la ville de la part des bâtiments. Merci de me permettre de revenir à vous, Madame Vauvant, puisque avec Sésame, vous participez à cette recherche sur le choix des végétaux qui peuvent être utilisés et vous accompagnez les collectivités ou les décideurs ou même parce que vous n'êtes pas un bureau d'études, les professionnels au choix des bons végétaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce pack arbre? Oui, alors Sésame, c'est vraiment la question que se posent les collectivités. D'accord, on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'il faille végétaliser côté public, mais aussi côté privé, parce que le changement climatique, il fera pas la différence des arbres privés, des arbres publics. Donc il y a vraiment une importance à végétaliser, mais après, il faut se poser la question de quoi, où, comment. Parce qu'un arbre ne rendra les services de stockage de carbone, d'ombrage, de régulation de la qualité de l'air que si lui-même est dans un bon état physiologique, un bon état écologique. Du coup, ce projet, c'est un partenariat entre, historiquement, la ville de Metz, l'Eurométropole de Metz et le CEREMA pour dire, analysons avec les services techniques au départ une centaine d'espèces d'arbres et voyons dans toute la littérature, alors on a un peu problème en ville parce que souvent ce qu'on a comme données, c'est des données plutôt sur les forêts, les essences forestières, mais voyons comment, service par service, pour le stockage du carbone, pour la régulation du climat, pour la qualité de l'air, pour la biodiversité, chaque essence est performante ou pas. Et il s'agit non pas de remplacer tous les platanes comme on l'a fait, puisqu'on a en nos villes, elles sont très esthétiques, mais elles sont souvent monospécifiques, c'est-à-dire qu'on a dans la plupart des villes françaises, il y a 3 ou 4 essences d'arbres qui représentent 80% des arbres. Le tilleul, le platane, le marronnier, on les connaît à Paris, on les connaît dans d'autres villes. L'idée de l'écologie, c'est la diversité, c'est la complexité. Donc il s'agit avec Sésame de trouver quelles essences pourraient être les plus performantes dans un contexte climatique différent, chaud, bien souvent, plus sec aussi, quelquefois plus venté ou avec des épisodes extrêmes un peu plus poussés. Donc quelles espèces et surtout comment on peut créer des poules d'arbres et non plus des allées monospécifiques. Et je repense que ce que disait l'intervenant tout à l'heure, c'est on parle de l'arbre, mais aussi comment ces arbres doivent être accompagner des strates arbustives, herbacées, pour constituer en fait une nouvelle image, une nouvelle esthétique de la ville qui soit vraiment différente. Et pour ça, il y a des techniques. Donc Sésame, c'est le démarrage de ça. On a un partenariat avec la ville de Paris sur ce pack arbre. Et il y a une dizaine de partenariats qui se dessinent, puisque le choix d'espèces est éminemment lié au territoire et on ne peut pas dire que les espèces qui seront bonnes pour Paris le seront pour Bordeaux ou Marseille.
Merci Madame Vauvan. Je reviens sur ces strates intermédiaires. Vous avez, Guillaume Dujon, souhaité vraiment dans ce projet que vous avez mené au métro Jolimont que les citoyens réinvestissent la sphère publique et s'investissent, parce que sinon il n'y a pas possibilité que dans le temps le projet soit pérenne si on n'investit pas, si les citoyens ne s'investissent pas. C'est bien ça la question. Je pense qu'il y a une dimension très technique et très quantifiable à l'apport du végétal en ville, et il y a aussi une dimension qui est beaucoup plus sensible, subtile, et qui donc passe par cet investissement des populations pour susciter ce sentiment de biophilie dont je parlais tout à l'heure. Nos confrères Chartier d'Alix parlent d'ailleurs de manière très poétique d'accueillir le vivant sur les bâtiments, et c'est bien là l'enjeu, c'est de créer une relation et une perception en fait de soins réciproques entre ce que l'arbre va pouvoir nous apporter et ce que nous allons pouvoir apporter à l'arbre en termes d'investissement également. Oui, parce que si on met des jardinières dans le cœur de ville et que les gens n'en prennent pas soin, on sait bien que ça devient un dépotoir. Et là, voilà, c'est ce que vous dites entre les lignes. Ça me permet de rebondir avec vous, Madame Anouk Legendre. Vous invitez le citoyen, à reprendre possession des toits. Oui, en fait, on invite à reprendre possession de la ville même. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, il y a eu, et c'était le début de la vie des toits en fait, ces grands appels d'offres de la ville de Paris, Pariculteurs, tout ça qui étaient des initiatives formidables, où finalement les entreprises ont pu s'investir dedans. Mais je pense que la vraie révolution, celle du 21e siècle, ça va être que les citoyens reprennent possession des toits. Et de façon libre, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? C'est que les habitants, ils ont été enfermés dans leur logement. Avant, ils investissaient la rue dans les années 50. Il y avait des gens avec des chaises dans la rue. Et finalement, on les a renfermés chez eux. Et finalement, l'histoire du végétal, de l'entretien du végétal, ça va permettre de reconquérir les toits, de reconquérir la rue, et donc d'avoir un espace de plus de vie pour les habitants. Et c'est ça qui va permettre de supporter la densité. Et ça, je trouve ça formidable. C'est assez disruptif, assez inquiétant parfois pour les politiques qui se disent est-ce que ça va être bien entretenu? Les gens se disent est-ce que ça sera possible? Nous, chez XTU, on l'a expérimenté. On a utilisé le toit de notre agence, on l'a investi, on a fait des expériences végétales dessus pour avoir le maximum de végétal avec le moins de terre possible et le plus rustique possible. Et on regarde comment c'est l'entretien de ça, la vie de ça, on le fait nous-mêmes. Et ben c'est juste une expérience formidable parce qu'on voit toute la biodiversité qui arrive, on l'inventorie, il y a des animaux, il y a plein d'oiseaux qui viennent, etc. Et ça, fondamentalement, ça va changer la perception de la ville si les habitants peuvent revivre cet espace qui est l'espace du ciel finalement. Guillaume Dujon, vous vouliez réagir par rapport à cette réproposition du... Oui, je pense que tous conjointement, CEREMA, architectes, paysagistes, bureaux d'études très qualifiés sur le sujet, on a vraiment une intention forte à mener. Mais j'aimerais faire également un petit parallèle avec le PLU bioclimatique de la ville de Paris. Alors Paris est une ville qui nous montre l'exemple. C'est pas la seule collectivité en France ni dans le monde, mais en tout cas un vrai chemin d'espoir est tracé. Et j'ai bon espoir que nous trouvions à travers ce futur règlement des voies pour accroître cet effort de végétalisation. Il se trouve qu'auparavant on avait pour habitude, parce que c'était bien convenable de cette manière-là, enfin je dis on pour faire une généralité, mais de développer un joli projet qui fonctionne bien pour les habitants. Aujourd'hui, le paradigme a complètement changé. Un projet se doit d'être utile à son environnement urbain pour avoir une pertinence, sans quoi il ne suscite pas l'adhésion. Et donc il y a une véritable notion d'amabilité bioclimatique à développer à l'attention de l'ensemble de la ville lorsqu'on construit. L'acte de construire est désormais extrêmement engagé et orienté dans cette direction. Avant de venir à cette question des friches, puisque vous travaillez également chez CEREMA avec le labo vivant sur la question des friches, et je crois que c'est également XTU utilise l'outil que vous mettez à disposition, et c'est très intéressant qu'on vienne sur ces friches, mais j'aimerais qu'on parle de ces eaux grises, de cette innovation qui n'en est pas une, puisque c'est quelque chose qui existe déjà dans un certain nombre de pays, et que vous mettez en avant chez XTU. Oui, alors en fait ça fait 10 ans qu'on s'intéresse à la végétalisation de la ville et qu'on milite pour ça très activement et très engagé là-dedans. Et donc on s'est dit pour avoir du végétal en masse dans la ville afin de rafraîchir la ville,
et de changer son climat, il faut maîtriser l'eau. Et les gens nous disaient toujours « Ah, mais ça va consommer trop d'eau, ça va pas, c'est pas possible le végétal dans la ville, etc. » C'est simplement que les bâtiments sont des grandes fontaines à eau. Elles ont plein d'eau, elles dégagent plein d'eau, c'est juste des eaux sales. Donc dans ces eaux sales, il y en a qui sont moins sales que d'autres et qu'on peut transformer et nettoyer par phytorémédiation. Et donc on a mis au point un système avec Phytorestore d'ailleurs pour travailler sur des jardinières du même type que celles que vous verrez à l'agence chez nous. On a des grandes jardinières filantes qui font 20 mètres de longueur, sur lesquelles il y a des saules qui vivent depuis 10 ans, qui se développent dans très peu de terre. Et bien avec ce système, on peut étendre ça à des bâtiments entiers et filtrer les eaux grises du bâtiment sur les façades. Et comme ça, on peut avoir des façades végétales, organiser des courants d'air qui passent sur ces façades végétales humides. Et quand on organise ces courants d'air, ça rafraîchit. Bien sûr. Et comme ça, on n'a pas besoin de climatisation. Et en fait, on est en train de construire un bâtiment à La Réunion, dans un endroit très sec, au port. Vous savez, c'est une rivière de cailloux, très sèche et très chaude. Et donc, on installe ces façades végétales qui vont changer le climat local, qui vont permettre de rafraîchir sans climatiser. Et ça, on fait ça pour du bureau. Et on est en train de promouvoir la même chose pour le logement, en travaillant sur les eaux de pluie qu'on stocke, les eaux de pluie de l'année. Et dans les parties les moins habitées, on utilise aussi les eaux grises. Et comme ça, en fait, on peut organiser tout un système de récupération de l'eau qui est un déchet actuellement, pour faire un cercle vertueux avec le végétal qui va finir par de l'infiltration finalement. Et finalement, comme ça, on peut garantir la survie du végétal, même en situation de sécheresse, puisqu'il y a toujours de l'eau qui sort de la ville. Et justement, ça va éviter la sécheresse parce qu'à la fin, au lieu d'aller dans des tuyaux, dans une usine et après dans une rivière, et c'est confisquer l'environnement, à la fin, on le fait descendre dans des noues, dans le sol. Il n'y a pas que les eaux grises, donc les eaux les eaux usées, certaines eaux usées, pas trop sales d'utilisation du quotidien, mais il y a également les eaux de pluie que vous souhaitez réutiliser à travers d'autres systèmes. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Oui, en fait, sur les derniers projets, on regarde les eaux de pluie qui tombent dans l'année, on les stocke dans le bâtiment et on les restitue au fur et à mesure des besoins du végétal. Donc on calibre les quantités de jardinières suivant la disponibilité en eau de pluie. Et à la fin, les eaux qui restent, après avoir été consommées par le végétal, elles vont dans la nature. Donc finalement, on les remet dans l'écosystème. C'est le même système qu'à La Réunion, mais adapté au logement, on va dire. Et du coup, on refait une chaîne vertueuse d'infiltration qui réutilise la ville, le sol, et qui refait un climat humide et frais finalement, et qui permet de réduire les lots de chaleur de façon massive. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire dans l'élaboration, la construction des nouveaux bâtiments qui sont éco-durables, enfin, d'avoir une notion de l'eau qui soit importante, justement pour végétaliser ces bâtiments, avoir des réserves, des stocks. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là, Guillaume ? Oui, je pense que c'est, Anouk a pas tout dit, mais en tout cas c'est assez exhaustif comme réflexion et aussi comme ambition. Le fait de ne pas être en circuit fermé sur la végétalisation, mais d'être dans des schémas qui soient plus complets. Je pense que le CEREMA, il travaille aussi à l'échelle urbaine pour concevoir la ville un petit peu comme une éponge, c'est-à-dire décrouter la chaussée qui est bitumée et planter des arbres avec tout le système qui est nécessaire à son fonctionnement. Vous êtes extraordinaire, Guillaume, parce que nous allons parler maintenant du labo vivant. Et là aussi, on l'a abordé tout à l'heure avec les friches, vous êtes exemplaire dans cette notion-là également chez CEREMA, puisque avec le labo vivant, c'est un laboratoire vivant sur les solutions fondées sur la nature pour la désimperméabilisation et la renaturation. Je l'ai bien dit. Bravo. Oui, effectivement. Tout à l'heure, on parlait de reconquérir le ciel. C'est une chose, mais dans nos villes, je crois qu'il y a encore autre chose à reconquérir, c'est le sol. Et l'arbre, c'est vraiment la jonction, le lien entre ce sol et ce ciel.
L'arbre, pour capter du carbone, parce qu'on est sur le forum zéro carbone, même si cette expression me laisse un peu sur ma faim pour une écologue, car zéro carbone, pour moi, si j'arrête mes émissions, je meurs tout de suite, et tout le vivant n'est que, voilà, c'est une chimie du carbone, le vivant, donc c'est des cycles, des grands cycles biogéochimiques, et il s'agit de réduire nos émissions et le carbone dans la sphère, dans l'atmosphère, pour la passer justement dans du vivant. Donc c'est là qu'on voit que la perte de biodiversité, elle est complètement en lien avec ce carbone atmosphérique, c'est-à-dire qu'au plus on perd du carbone vivant, au plus on a du carbone atmosphérique. Donc il est vraiment important de végétaliser les villes. Et pour faire cela, cette absorption, ce stockage du carbone aussi, il est présent pour des végétaux qui fonctionnent bien, ça veut dire pour des végétaux qui ont accès à l'eau. Tous les services dont on vient de parler. L'accès à l'eau, ça veut dire l'accès au sol. On a tous fait l'expérience de plantes qui crèvent l'été parce qu'ils sont dans des petits pots. Dans les villes, ils sont dans des un peu plus grands pots, mais par rapport à leur taille, c'est insuffisant. Donc on a, par exemple, la métropole de Lyon a développé, c'est ce qu'on instrumente aussi dans le labo vivant, c'est-à-dire de pouvoir montrer aux entreprises, aux collectivités, comment on plante aujourd'hui, comment on récupère l'eau de pluie directement avec ce labo vivant. L'arbre de pluie, on a tous en image les arbres. Nous avons perdu la connexion avec Madame Vauvan. J'espère que nous allons la retrouver d'ici quelques instants. Guillaume Dujon, dernière question avant de nous quitter, malheureusement. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver prochainement pour de nouvelles tables rondes. Vous parlez de la frugalité dans la végétalisation des villes. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je pense que lorsqu'on développe par exemple des murs végétaux, c'est extrêmement plaisant, ça fédère les citoyens. Il y en a un pas très loin de là où je vis et de l'agence Architectes Singuliers également. Donc c'est un événement absolument extraordinaire. Par contre, nous savons bien que ce sont des dispositifs qui sont très coûteux en eau, en carbone, parce qu'en fait il faut les entretenir régulièrement. Donc je trouve que ces intentions sont merveilleuses, elles sont enchanteresses. En revanche, les dispositifs que nous sommes amenés à développer de manière massive sur les toitures, eux, se doivent d'être dans des logiques de bon sens paysan, j'ai envie de dire, pour que sur la durée et sur le cycle le cycle complet de vie, on soit dans une optique effectivement de frugalité. Le bon sens paysan, je crois qu'il est partagé également par les architectes chez XTU. Je vais juste redonner la parole à Madame Vauvan sur ce laboratoire Labo Vivant, qui est une vitrine de solutions techniques qui est mise en œuvre pas très loin de Paris, à Trappes, si je ne m'abuse, et qui a vocation à devenir un exemple au niveau européen. Merci en tous les cas, Madame Vauvan. Je vous laisse encore la parole si vous souhaitez conclure quelques instants. Nous ne vous entendons plus, Madame Vauvan. Quand ça veut plus, ça veut plus. En tous les cas, Anouk Legendre, merci mille fois d'avoir été avec nous. Guillaume Dujon, merci à vous. Madame Vauvan, même si on ne vous entend plus, on vous voit et c'est le principe. Ah, voilà, nous vous écoutons quelques secondes et vous allez clôturer le débat avec nous. Eh bien, quelques secondes. Imaginons un arbre avec autour des bordurettes, comme on l'a dans là. Ces bordures arrêtent l'eau de pluie. L'eau de pluie, donc, c'est un déchet qui va dans les tuyaux. Alors, les arbres ont au contraire besoin de cette eau. Et cette eau, elle ne va pas alimenter des stations de gestion des eaux pluviales. Au contraire, elle va permettre justement le rafraîchissement. Donc, il y a aussi du bon sens. Considérer que l'arbre n'est pas du mobilier urbain, mais bien du vivant, et le considérer comme un écosystème, ça donne des aménagements complètement différents et ça en fait une réelle solution fondée sur la nature. Merci Madame. À tout de suite pour une nouvelle table ronde mobilité électrique. Quel plan d'investissement pour des transports propres pour tous ?